Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. politologue, co-responsable de l'école de la France Insoumise et vous venez de publier Antisocial chez Plomb. Alors, la mobilisation s'annonce forte demain, au moins, tout du moins chez les cheminots. On annonce à peine 40% de TGV, à peine 25% d'intercité. Ça y est, Thomas Guénolé, la France, ça prend, la France se soulève, enfin? Alors, c'est comme tout, il faut voir ça fini. Et donc, Ouais. la question qui se pose, c'est à quel point le blocage sera effectif et à quel point il y aura blocage sur la durée. Je rappelle qu'il est parfaitement légitime et normal de faire grève, tout simplement parce que la grève est un droit constitutionnel. Donc, la question de savoir si une grève est légitime ou pas ne se pose pas, puisque c'est un droit garanti par la Constitution. Par tous les moyens, je dis ça parce que vous avez vu ce mail de la CGT qui dit « Même pendant les jours ouvrés, on va se faire en sorte de désorganiser le trafic. Est-ce que ça se justifie? On fait grève, mais quand on ne fait pas grève, on travaille. La CGT dit bah non, même pendant les 3 jours, ils ne feront pas grève, on va faire en sorte qu'il y ait des wagons isolés. Le fait qu'il y ait des désorganisations et le fait qu'il y ait des trains qui ne soient pas assurés, etc., l'argument qu'il y a derrière, c'est tout ça quand même nuit aux usagers. Ouais. Mais je voudrais rappeler que le principe même de la grève, c'est d'instaurer un rapport de force avec les gouvernants ou avec l'employeur, ou les deux, ça dépend des cas, en instaurant précisément quelque chose qui perturbe la situation pour les usagers ou pour les consommateurs. Donc, c'est totalement logique. Ne peuvent se faire entendre que les professions qui sont en contact avec le public. Si on est, on est livreur, Deliveroo, ou si on est à la caisse d'un supermarché. Malheureusement, c'est même pire que ça. C'est qu'en pratique, il n'est possible de véritablement faire des grandes grèves que pour les gens qui ont une certaine protection statutaire de leur emploi dans la fonction publique, ce qui leur permet d'être à l'abri d'un certain nombre de représailles. Car je voudrais souligner que la recherche en sciences humaines a parfaitement documenté ça. Le simple fait d'avoir une activité syndicale vous nuit immédiatement dans le secteur privé en termes de progression, en termes de plan de carrière, en termes de rémunération, etc. Donc tous les gens que j'entends souvent dire de bonne foi les syndicalistes sont des privilégiés, ce n'est pas vrai dans le cas du secteur privé. Et dans le cas du secteur public, je voudrais rappeler que le plus souvent, les grandes grèves qui sont lancées, en général, ce n'est pas pour défendre leur propre intérêt, c'est soit pour défendre le service public de tout le monde, les grèves du rail qui s'annoncent en sont un très bon exemple, ou alors c'est carrément pour prendre la défense des salariés du privé quand bien même la réforme ne les concerne pas. La loi travail, par exemple. Les grèves par procuration? Oui, la loi El Khomri, par exemple. La loi El Khomri, il n'y avait pas une ligne sur les salariés du public. Et pourtant, vous avez des salariés du public qui ont manifesté et qui ont fait grève par rapport à ça. C'est bien une preuve que c'est de la solidarité de leur part envers l'ensemble des salariés. En tous les cas, cette réforme concerne directement les cheminots de la SNCF. Et alors, je vous propose d'écouter Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui explique pourquoi il est urgent de faire cette réforme pour l'avenir de la SNCF. On l'écoute. Qu'est-ce que c'est que cette réforme, Ce n'est pas une réforme de plus, c'est une réforme pour armer la SNCF face à la concurrence. La concurrence, elle a été décidée il y a 2 ans. Ce n'est pas une nouveauté. Elle va arriver 2019, 2020, 2021. Si on ne fait rien, c'est-à-dire si c'est le statu quo, la SNCF va régresser et va être de plus en plus fragile. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que c'est l'histoire du pompier pyromane. On décide d'ouvrir la concurrence. Bon, les gars, maintenant, on est obligé de faire des réformes pour s'adapter à la concurrence. C'est pas ce gouvernement qui l'a voté, l'ouverture à la concurrence. Les gouvernements successifs des dernières années, j'explique ça dans mon livre, ça fait dont celui de François Hollande. Dont celui de François Hollande, moi, je ne me réclame pas du gouvernement de François Hollande. Je suis à la France Insoumise, je ne suis pas au PS. Et donc, le gouvernement sous François Hollande, les gouvernements sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac, etc., vous avez eu une constante qui est de transformer l'un après l'autre des grands services publics en marché concurrentiel. Mais je voudrais dire pour les gens qui nous écoutent que c'est une hypocrisie. Pourquoi c'est une hypocrisie? C'est parce que, en réalité, on ne va pas se retrouver avec une grande concurrence qui permet qu'avec beaucoup d'acteurs, on ait le meilleur rapport qualité-prix pour le consommateur. C'est pourtant ce qui se passe en Allemagne, dans tous les pays d'Europe du Nord. C'est ce qu'on nous raconte. Où les prix baissent et il y a plus de trains. Attendez. Ça c'est une réalité. Attendez, on nous raconte ça, sauf que la concurrence, c'est quand vous pouvez avoir 2 offres simultanées. On ne peut pas faire passer 2 trains à la même heure sur les mêmes rails, c'est pas vrai. On peut faire un appel d'offres avec des compagnies qui vous offrent plus de trains à moindre coût pour le contribuable. Et donc on est bien d'accord, merci d'aller dans mon sens, on est bien d'accord qu'en réalité c'est un découpage en différents monopoles qui vont devenir des monopoles privés au lieu de devenir des monopoles publics. C'est ce que vous venez d'expliquer, je suis d'accord avec vous. Avec un cahier des charges qui peut être très strict. Mais pourquoi s'embêter à avoir un cahier des charges pour un prestataire privé en monopole au lieu de le faire soi-même en service public, alors que, je rappelle
rappelle que le but du service public est de procurer un service à l'ensemble des administrés moyennant le coût le plus modique possible, alors que le but du secteur privé, c'est pas une insulte, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est de maximiser sa marge. Thomas Guénollet, on comprend votre opposition à cette réforme. Je fais une petite précision, excusez-moi, pour les gens qui nous écoutent, quelque chose d'important. L'économiste qui a théorisé les vertus de la concurrence, c'est un économiste français, Cocorico, il s'appelle Léon Walras au XIXe siècle, et il excluait catégoriquement le rail du domaine où la concurrence pouvait marcher. Il a écrit un bouquin là-dessus. Donc les gens qui s'en réclament sont des gens qui usurpent les théories dont ils se réclament. Alors, juste un mot quand même. Emmanuel Macron avait promis cette réforme lors de la campagne. Cette réforme, elle est soutenue par une majorité de Français. Ça dépend de quoi vous parlez. Non, c'est pas vrai. Il y a deux... Alors, même quelque chose comme la suppression des cheminots, sondage... La suppression des cheminots, c'est un peu radical, si je peux me permettre. La suppression, pardonnez-moi, du statut des cheminots est soutenu par 69%. C'est un sondage Harris Interactive des Français. Non, mais juste un mot. Est-ce que c'est la rue? Est-ce qu'à un moment, on vote pour quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose, qui fait ce qu'il a dit? Les Français, dans les sondages, disent on est d'accord, mais est-ce que la rue doit l'emporter? Mais excusez-moi, mais... Est-ce que demain, c'est vous qui allez gagner dans la rue? Il y a différentes formes de légitimité du combat politique, et dans les légitimités du combat politique, il y a les manifestations, il y a les grèves. Je rappelle que le droit à manifester, c'est pas juste un privilège, c'est un droit, et le droit à la grève aussi. Et je rappelle à tous ceux qui disent que c'est pas bien de faire grève, que s'ils sont cohérents, il faut qu'ils rendent leurs congés payés, car les congés payés ont été obtenus grâce aux grandes grèves de 1936. Pareil, on va bientôt célébrer mai 68. On nous raconte ces temps-ci que c'était en gros un grand mouvement sociétal d'étudiants qui voulaient pouvoir baiser en liberté dans les dortoirs des filles et que c'était une révolution des mœurs. Ce n'est pas vrai. Il y a eu plus de 10 millions de salariés qui se sont mis en grève au moment de mai 68. C'était une grève générale. Et ça a obtenu quel résultat? Plus d'un tiers d'augmentation du salaire minimum. Avec derrière une inflation qui a mangé les 3/4 de la hausse des salaires. Le fait qu'il y ait une inflation derrière, c'est une autre chose. Mais le fait qu'on obtienne des conquêtes sociales concrètes par la grève ou par la manifestation, mais les grèves sont efficaces, les manifestations n'y suffisent pas. Et alors, est-ce que vous sentez que la mayonnaise peut prendre en ce moment, au-delà de cette histoire de réforme de la SNCF, est-ce qu'il y a d'autres points de crispation qui fait que ce million de manifestants que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses voeux à manifester sur les Champs-Élysées, il peut y avoir un printemps du mécontentement. On commence à entendre cette expression. Il y a un chapitre de mon livre où je reviens sur les différents grands mouvements qui ont pu fonctionner, qui étaient des grands mouvements de grève et manifestation. Par exemple, la journée de 8 heures, c'est grâce à des grandes grèves générales. On ne l'apprend pas, c'est en 1919-1920. Mais quels sont les points de crispation là, qui peuvent justement, mettre les gens dans la rue? Pour aller au bout de mon raisonnement, ce qui est important, c'est de se rappeler que la quasi-totalité des grands mouvements de mobilisation sociale qui ont marché, à peine 3 ou 4 mois après, ils n'étaient pas prévisibles, ils n'étaient pas anticipables. Donc pour vous répondre, ça peut fonctionner n'importe quand. En revanche, une autre leçon de l'histoire des mobilisations sociales réussies, c'est que ce qui compte, c'est d'être un maximum à entrer en grève en même temps et de tenir en démarche de blocage de l'économie sans discontinuer. Il faut qu'il y ait les étudiants aussi. Alors, les étudiants, ça participe d'une grande mobilisation, effectivement, mais le cœur du réacteur de la mobilisation sociale, c'est d'arriver à instaurer un rapport de force en étant en grève. Et j'insiste pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être pourraient se dire « Non, mais quand même, les grèves, ça dérange beaucoup d'usagers, ça nous nuit beaucoup, et puis pourquoi faire ça, etc. » J'insiste sur le fait que les grévistes défendent notre service public à tous. Thomas Guénollet, vous promettez une autre politique avec la France Insoumise, une politique de rupture par rapport à toutes ces politiques libérales, entre guillemets, qui seraient menées depuis des années. Oui, elles ne sont pas libérales, d'ailleurs, en réalité. Politique. Adam Smith n'a jamais écrit ça. Est-ce que vous acceptez l'idée, au fond, que si Emmanuel Macron échoue, ça sera l'heure du changement? Alors le changement, ça pourrait être soit Marine Le Pen, soit vous, mais on n'aura plus d'eau tiède, on aura des réformes radicales avec la France Insoumise. Je conteste l'idée qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un de non radical. Il y a une radicalité portée par Emmanuel Macron. Cette radicalité, c'est un peu la radicalité de Margaret Thatcher en d'autres temps, c'est-à-dire vouloir transformer notre modèle social. On est d'accord ou pas avec ce modèle social, mais il existe. Le PS a enfanté de Margaret Thatcher, le Parti socialiste. Ce PS-là, effectivement, oui. Et en réalité, Emmanuel Macron, ce qu'il porte, c'est la casse méthodique d'un modèle social pour le remplacer par un autre modèle. C'est son droit d'avoir ces convictions-là, mais la clé de son modèle, c'est on aggrave les différentes inégalités une par une, on réduit des protections salariales, on réduit des protections sociales, en considérant que comme ça, il y aura plus de gens qui trouveront du boulot. Je rappelle que ça n'est pas vrai. Merci beaucoup Thomas Guénollet, co-responsable de l'école de la France Insoumise et auteur de Antisocial chez Plomb. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Deuxième jour de garde à vue pour Nicolas Sarkozy. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir. Sarkozy en garde à vue, pourquoi ça dure ?